Donc, je ne pouvez pas voir, mais je souris en ce moment hein, parce que je suis très content de la richesse des échanges qui ont lieu aujourd'hui. Hein. On a beaucoup hésité à mettre ce thème à la journée en se disant que, ben oui, l'évaluation, ça avait quand même ce côté extrêmement formel et parfois un peu stérilisant, et que dans le cadre d'une réflexion éthique portée par les REG, ça pouvait effectivement être mal interprété. Mais je suis très heureux de voir, et j'en étais convaincu, qu'il y a une vraie réflexion autour ce mécanisme d'évaluation. Alors j'ai rappelé ce matin, la démarche qualité n'est pas une démarche éthique, hein, donc ça c'est, je pense, relativement clair, mais à l'inverse, il faut impérativement qu'il y ait une éthique de l'évaluation, et ça c'est vraiment tout à fait essentiel. Euh, la HAS n'est plus là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment continuer à travailler parce que la démarche qualité est une évaluation, hein, et donc une évaluation, elle est réalisée selon des normes. Je m'excuse pour ma voix. Elle n'est pas neutre. Elle participe nécessairement de la validation de certaines valeurs, de l'exclusion d'autres valeurs, et même à la production de nouvelles valeurs. Hein. Ceux qui ont déjà une certaine ancienneté dans la démarche médico-sociale se rappellent de l'apparition d'un terme bien-traitance qui est entré dans le dictionnaire en 2009 et qui a commencé à nous imposer un certain nombre de choses sans qu'on ait vraiment beaucoup participé de la mise en place de ce terme. Donc, c'est-à-dire que cette évaluation exige d'être pensée, agie par ceux qui la mettent en œuvre, bien sûr, mais surtout par ceux qui en sont l'objet, et qu'ils soient usagers ou professionnels, et alors beaucoup plus largement par la société dans laquelle elle s'inscrit. Donc, il faut une vraie éthique de la démarche qualité si on veut qu'elle soit juste. Sur son site, la Haute Autorité de Santé affiche 3 valeurs, la rigueur scientifique, l'indépendance et la transparence. Elle ajoute aussi des valeurs de responsabilité à l'égard de tous les acteurs au service de l'intérêt collectif et de chaque citoyen en portant les valeurs de solidarité et d'équité du système de santé. C'est ce que je viens globalement de dire, donc ils sont relativement d'accord. Alors, je ne vais pas développer toute une éthique de l'évaluation, mais je vais juste rappeler peut-être quelques-uns de ces principes, notamment la transparence. La transparence est effectivement une valeur majeure de l'évaluation qualité, c'est-à-dire qu'il faut clairement afficher les normes utilisées et qui doivent être partagées après avoir discuté le plus largement possible de ces valeurs. Voilà, alors la HAS met en avant effectivement qu'elle réunit à chaque fois des groupes de travail dans lesquels effectivement il y a une représentativité et que ce sont les professionnels qui mettent en œuvre ça. Je suis d'accord, mais c'est quand même dans une philosophie de l'évaluation qui, elle, est portée par la HAS. Et là, il y a une vraie réflexion certainement à continuer parce que, comme le rappelait Michel Foucault dans un cours du Collège de France, la norme, c'est pas simplement, et ce n'est même pas un principe d'intelligibilité, c'est un élément à partir duquel un certain exercice de pouvoir se trouve fondé et légitimité. La norme, c'est une forme de pouvoir, il ne faut pas se le cacher. Et donc, la norme partait avec soi à la fois un principe de qualification, mais également un principe de correction, c'est-à-dire qu'on attend effectivement, et c'est d'ailleurs, ça c'est tout à fait affiché, on veut modifier vos comportements, et donc elle a vraiment un projet normatif. Et donc l'évaluation a ce pouvoir de modifier les pratiques, c'est même son objectif, c'est comme ça que c'est mis en avant, et il est donc impératif que ce soit selon des normes qui soient discutées avec les usagers, pardon, les professionnels et plus largement la société pour garantir que ce soit des normes à la fois souhaitables et souhaitées. Alors cette transparence doit également concerner la méthode d'évaluation et on l'a vu un peu, ça a transpiré un peu toute la journée. Lorsqu'on parle d'évaluation, on fait appel à 2 types de sens de cette évaluation. C'est celui de la mesure, c'est celui du jugement. Or, la mesure et le jugement, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une vraie, plutôt qu'une rigueur scientifique qui est peut-être extrêmement importante lorsqu'il y a des recommandations scientifiques qui sont mises en œuvre, c'est une vraie rigueur métrologique de la méthode, rigueur de la méthode. C'est-à-dire que on peut désigner, l'évaluation peut désigner une mesure, donc ça fait d'exactitude, hein, avec une possibilité de le quantifier, de l'objectiver. Et dans ce cas-là, bien sûr, la valeur scientifique prédomine, hein, et c'est souvent des valeurs statistiques, mais c'est fait d'exactitude
qui sont le reflet d'actions prescriptives, voire légales, ne représentent qu'une part minoritaire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ce matin, de ce qui représente notamment la façon dont l'usager juge la qualité du service. Voilà, il ne juge pas en fonction de la façon dont vous nettoyez bien les chambres, parfois un peu, mais en tout cas pas du circuit déchets, pas des normes de respect de la cuisine, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse au premier chef, et on peut s'en convaincre en relisant un rapport de la HAS, déjà assez ancien, mais qui est toujours en ligne. Il y a certains rapports de la HAS qui sont tout à fait intéressants. Et il s'appelait Maltraitance ordinaire. Alors le titre est totalement pourri, mais le contenu est tout à fait intéressant. Ben, je sais pas ce que ça peut être ordinaire. Enfin, à partir du moment où une maltraitance devient ordinaire, c'est quand même un vrai problème. Enfin, on ne va pas se lancer là-dedans, mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils analysaient les plaintes des patients et des usagers en général, adressées aux hôpitaux de Paris. Et on voyait bien que ce qui était reproché aux soignants, et parfois on avait des lettres tout à fait flagrantes où les gens avaient vraiment subi des horreurs, mais c'est pas de ça qu'ils se plaignaient. Ce dont ils se plaignaient, c'était un manque d'humanité ordinaire, c'est-à-dire cette humanité qui fait dire aux soignés, que le soignant qu'il a en face de lui est un être humain et qu'il se soucie de lui. Et ça, c'est cette part-là, cette humanité qui relève alors lui du deuxième sens de l'évaluation, c'est-à-dire celui qui est du jugement, c'est-à-dire que celui qui s'applique à tout ce qui est imprescriptible de la relation de soins et du service, notamment tout ce qui relève des interactions sociales. Là aussi, j'ai pu l'évoquer ce matin. L'évaluation qualifie alors un jugement de valeur conforme à un idéal fixé par la société, par l'institution, et d'où l'importance de la discussion intra-institutionnelle, d'où l'importance de l'implication de la direction dans la définition de ces valeurs, de manière à ce qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. La norme oblige dans les deux cas, qu'elle soit mesurable ou qu'elle soit le jugement, mais l'évaluation ne doit absolument pas se faire devant la même méthode. Et on a connu dans les antécédents de la HAS quand même une tendance à vouloir confondre les deux. Et il y a un vrai danger à vouloir juger les deux domaines selon les mêmes critères d'évaluation. Ce risque est en plus consubstantiel de la création de la HAS, qui dérive, comme je l'ai dit ce matin, de la NAS, qui elle-même dérive d'une évaluation qualité industrielle. Hein. C'est pas venu comme ça tout seul. Moi, j'ai oublié de le dire ce matin, mais j'étais responsable qualité médicale pendant 20 ans. Et donc, j'ai fait à peu près toute l'histoire de l'accréditation. Les premiers responsables qualité que j'ai eus, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, ils venaient de l'industrie. Et ils apportaient avec eux une culture industrielle. C'est-à-dire, et on le retrouve dans le premier manuel d'accréditation, où il est clairement dit qu'ils veulent avoir des critères d'évaluation qui puissent, dans toute la mesure du possible, être mesurables, objectifs, pas objectivables, objectifs et réalisables. Le risque est alors de vouloir introduire de l'objectivité, du quantifiable dans les relations humaines. Et je me souviens là aussi des débuts de la démarche qualité, où je voyais des protocoles dans lesquels on écrivait mot pour mot ce que devait dire le soignant lorsqu'il rentrait dans une chambre. Vous frappez, vous dites bonjour, vous allez vers la dame, vous demandez à la dame comment elle va. Je les ai encore quelque part dans mes réserves. Donc ça a été fait, cette idée de tout normer, et c'est un véritable risque. Hein. Théodore Adorno disait l'objectivité dans les relations entre les hommes qui fait place nette de toute enjolivure idéologique, et déjà en elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses. À partir du moment où on envisage la relation humaine comme quelque chose d'objectif, l'être humain disparaît, et c'est vraiment un vrai problème. Cette volonté d'objectivation est bien sûr compréhensible, elle doit permettre la justesse de l'évaluation, hein, donc on comprend bien quel est le mécanisme de base, mais elle se heurte à ce qui fonde les pratiques soignantes et ce qui fonde la relation de soins. C'est-à-dire l'ensemble des actes les plus quotidiens, souvent imprévisibles, qui relèvent de l'accommodement à l'autre, et en l'occurrence là du soigné, et également du soignant au soigné, mais également du soigné au soignant. Et tous ces actes dans lesquels l'usager interfère, participe, et même le coproducteur de l'acte, hein, vous savez, enfin, une toilette, ça se fait à deux, hein, c'est pas juste une personne qui vient appliquer un protocole à un corps, c'est une chose qui se fait à deux, et il est alors important que la variabilité professionnelle,
qui est quelque part un défaut pour l'évaluation objective, eh ben, loin de nuire à la fiabilité de la pratique, elle en garantit en contraire l'adaptation aux besoins. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. De plus, cette idée de la fiabilité implique un respect rigoureux des règles qui se heurte frontalement à celui de la nécessité de les transgresser parfois. Et tous ceux qui sont soignants dans la salle savent qu'on transgresse en permanence un certain nombre de règles, parfois de lois, mais pour le bien du patient, avec nécessairement une réflexion éthique qui doit être partagée à plusieurs, sinon on n'y arrive pas. Donc il y a une première exigence qui est une exigence de transparence par rapport aux normes, une deuxième exigence de clarification méthodologique. Tous les actes prescriptibles, une objectivité de mesure, pas de problème. Les actes imprescriptibles, ceux qui impliquent des interactions sociales, une objectivité uniquement de mesure, non des actes, mais des structures qui le permettent, c'est-à-dire le mode, le lieu, le temps de l'expression des usagers, hein, on l'a parlé, des professionnels, le mode, le lieu, le temps de discussion des pratiques, et notamment des pratiques, et également une réflexion sur l'organisation du travail, on l'a également évoqué, ça en fait nécessairement partie. Autre point que je voudrais juste encore rapidement évoquer, c'est qu'il faut impérativement, et on le voit actuellement, la HAS va également dans un sens positif avec les petites étoiles, qui ont peut-être l'air de rien, mais qui sont quand même très importantes, parce que le risque important de l'évaluation, c'est de lutter contre l'innovation. C'est celui du conformisme, puisqu'on vous dit qu'il faut faire comme ça, bah vous faites comme ça. Et puis le conformisme, notamment dans les relations humaines, c'est quelque chose qui à la fois porte en germe un risque d'imposture, ça on le connaît tous. On essaye de faire comme si le jour où l'évaluateur est là, ou même parfois comme si de façon prolongée, mais c'est juste comme si, c'est pas comme on veut. Ça c'est vraiment très, très difficile. Et puis des possibilités également de découvertes innovantes et créatrices. Voire de la pérennisation de pratiques qui ne sont pas bénéfiques à l'usager. Hein. Je ne vais pas faire l'histoire de la médecine, mais il y a l'histoire du soin est jalonnée de pratiques qui initialement étaient interdites et qui sont devenues permises. L'arrêt thérapeutique en est un, hein, je veux dire pas. Et l'inverse, oui, tout à fait, mais ça, il faut cette souplesse-là. Si on a une évaluation qualité qui est trop stérilisante, ben, on n'a plus cette possibilité. Lorsque un tel dilemme survient, il faut que l'évaluation puisse permettre son expression et ne pas se limiter à la cotation négative au risque d'invisibiliser des pratiques, hein, ce qui est quand même un problème, et d'invisibiliser les impasses, et donc de ne pas faire évoluer les choses. Alors j'ai un exemple qui est issu d'un échange récent avec des professionnels d'un EHPAD qu'on a visité là, assez récemment, et qui étaient au bord de l'évaluation. Et leur problématique, c'était que ils avaient plutôt une démarche palliative qui était plutôt bien structurée, bien faite, avec des protocoles. Mais à un moment ou à un autre, c'était l'aide-soignante qui devait donner la morphine. Or, c'est impossible. Et donc, ils étaient en train de réfléchir comment il fallait faire pour ne pas faire apparaître ça le jour de l'évaluation. J'ai essayé, mais c'est logique parce que le circuit médicament, c'est, comme ils l'ont dit ce matin, c'est un des critères prioritaires, c'est-à-dire que ça peut conduire bon, alors pas à la fermeture de l'établissement, mais quand même à un rappel à l'ordre qui... Donc, soit, je lui ai dit non, il faut pas, il faut que tout le monde qui soit dans cette situation fasse remonter la chose. L'acte que vous mettez en œuvre, même s'il n'est pas légal, il est fait totalement pour le bien du résident, puisque c'est pour qu'il ait pas mal. Donc, il faut effectivement que l'évaluation permette également ça. Il ne s'agit pas de supprimer des normes, mais de permettre un jeu suffisant de leur usage pour qu'elles n'empêchent pas l'inventivité. Et la démarche qualité doit le permettre. Alors, il y a toute une branche de la démarche qualité qui a été jusqu'à présent assez niée par la démarche qualité, notamment en France, qui s'appelle la déviance positive. C'est un peu ce qu'on a fait cet après-midi, c'est-à-dire de mettre en avant des pratiques différentes, qui ne sont pas nécessairement toujours dans le cadre, qui parfois sont tout à fait hors du cadre. Alors là, ce n'était pas hors du cadre, mais ça peut parfois être hors du cadre. Et comme ils mettent maintenant des étoiles, de mettre en avant des pratiques remarquables, de manière que, plutôt que d'uniformiser les pratiques, tendre vers des pratiques qui sont des pratiques qui sont innovantes et qui peuvent servir à tout le monde.
L'approche par la déviance positive, effectivement, permet de repérer ces comportements et des stratégies gagnantes, et puis de développer un plan d'action pour promouvoir leur diffusion de façon assez large. Voilà, l'évaluation des services humains, j'ai presque fini. Je pense que sinon, de toute façon, je ne pourrais plus. L'évaluation des services humains est une évaluation difficile, hein, on s'en rend bien compte, justement parce qu'elle s'intéresse à la relation, dans ce qu'elle a de plus humain, de plus fragile, de plus singulier, de plus imprévisible, et donc, à vrai dire, de plus inévaluable. C'est pas évaluable tout ça. Et donc, pourtant, il faut quand même qu'il y ait une évaluation, hein. C'est pas pour nier l'évaluation, il faut une évaluation pour être bien sûr que les meilleures pratiques sont mises en place à un moment donné pour le bien des résidents qu'on a en charge, ou des personnes handicapées, ou dans le service social, qu'on soit sûr que l'usager en général ait le meilleur service possible. Et pour se rapprocher de cette inévaluable de la relation sans la pervertir, la démarche qualité dans les services humains doit en permanence chercher à répondre à la question au nom de quoi puis-je affirmer que telle ou telle pratique est meilleure que telle autre. Et là, c'est pas juste, enfin ça, c'est une question dont je sais que les structures se la posent en permanence. Là, je dis que c'est la HAS qui doit se la poser en permanence, c'est-à-dire au nom de quoi j'agis et au nom de quoi je réfléchis. Et c'est une réflexion qui dépasse bien sûr les professionnels, qui doit toucher les qualiticiens avec une certitude, qui doit toucher la HAS, mais qui très largement au-delà doit toucher la société en général et la place qu'elle souhaite donner aux personnes accueillies dans les institutions. Et donc, juste pour conclure, je rappelle que c'est cette question qu'avait posée le Comité consultatif national d'éthique dans son avis 128. Et donc, je vous rappelle la question: quel sens donner à la concentration de personnes âgées entre elles dans des établissements dits d'hébergement qui sont devenus souvent, à leur corps défendant, des résidences définitives jusqu'à la fin de leur vie? Lorsque le comité consultatif écrit ça, c'est pas pour stigmatiser les structures, c'est pour bien expliquer que la société n'a pas répondu à cette question. Ils mettent en avant la dénégation collective du vieillissement, la dévalorisation des âgés non productifs. Et malheureusement, cette question qui est quand même fondamentale et qui doit guider l'évaluation reste à ce jour ouverte. Voilà, je vous remercie encore beaucoup pour la participation à cette journée. Et puis, vous avez un QR code à la sortie, c'est ça, Laure? Oui, et on vous invite d'une part à évaluer, parce que la démarche qualité est partout, donc à évaluer la qualité de cette journée, mais peut-être pas, oui, évaluer-la, mais également à nous suggérer éventuellement d'autres thèmes pour les années à venir, pour l'année à venir, qu'on réponde à la demande des institutions. Voilà, je vous remercie encore.